Bonjour, bonjour, bienvenue sur notre Facebook Live de l'Office de tourisme. Je suis Chloé, je m'occupe des réseaux sociaux. Derrière la caméra, c'est toujours Lydie. Et aujourd'hui, vous reconnaissez Manu qui revient avec nous, qui nous avait présenté le donjon de l'Office de tourisme. Donc, comme chaque mois, ça fait partie de notre série, on essaye de vous montrer les endroits inaccessibles au public, des endroits qui font partie du patrimoine très riche de Toulouse, patrimoine un peu caché. Et aujourd'hui, où est-ce que nous sommes, Manu ? Alors aujourd'hui, on se trouve dans l'hôtel de Bernuy, de Jean de Bernuy. C'est un hôtel particulier, donc un joli palais, une belle demeure qui date du XVIe siècle. Et aujourd'hui, c'est le collège Pierre de Fermat. C'est pour ça qu'on risque de voir des collégiens ou des professeurs entrer et sortir de ce lieu qui est à 3 minutes de la place du Capitole. C'est incroyable le calme. Exactement. On n'entend plus le bruit de la rue alors qu'on est juste à côté. C'est ça. Une fois qu'on a ouvert la porte et qu'on l'a fermée, on est vraiment dans un lieu de quiétude. Donc c'est plutôt agréable pour le faire découvrir aux visiteurs. Très bien. Alors avant toute chose, je vous rappelle juste qu'on est en live. Donc je regarde vos commentaires sur mon portable. Et donc si vous avez des questions, si vous voulez réagir, n'hésitez pas. Comme ça, on pourra poser les questions en direct à Manu. Et j'essaierai d'y répondre. Alors avant de parler de l'architecture de ce lieu, je vous propose d'aller dans la première cour et on va parler un peu de Jean de Bernuy, comment il s'est enrichi, grâce à quoi et comment il arrive à se faire construire ce palais. On y va ? Donc hôtel de Bernuy, oui. C'était le nom du propriétaire ? C'était le nom du propriétaire, ils viennent d'Espagne, Juan de Burgos, ils viennent de Castille, ils s'installent à Toulouse dans les années 1500, tu vois, tout début du XVIe siècle. D'accord. On va essayer de comprendre pourquoi. Allez, super. On y va ? Allez, on y va. Allez. Après vous. T'as vu Chloé ? On entend les collégiens. On entend les collégiens, il y a la cour juste derrière. Et ils vont rentrer. Voilà. Alors je te disais, oui, ce lieu, on ne peut le comprendre que si l'on parle du pastel, ce qu'a été le commerce du pastel dans toute la région, dans tout le Lauragais, au XVe et XVIe siècle. Est-ce que tu sais ce que c'est le pastel ? Alors pas du tout. On va parler un peu plus fort parce qu'on est à la cour. Alors le pastel, c'est une plante qu'on a cultivée au XVe et XVIe siècle ici en Lauragais. Elle ressemble au colza, pour te donner un ordre d'idée. Donc elle a des fleurs jaunes. Elle a des petites grappes de fleurs jaunes, mais nous, ce qui nous intéresse, c'est les feuilles. C'est des longues feuilles vertes, ça fait partie de la famille des salades et des crucifères. Et ces feuilles, on les mixait, on les broyait et on en faisait des coques. Drôle de nom. La coque, Lydie, regarde, c'est ça. Ce sont ces boules. D'accord. D'accord. Parce que de ces feuilles, on obtenait une mixture, une pâte. Le mot pastel, ça vient du languedocien, de l'occitan pasta, la pâte. Ok. Donc on en faisait ces petites boules de coque ou de cocagne. De cocagne, d'accord. Donc on peut dire quelque part que le pays de cocagne, c'est... Exactement. L'expression pays de cocagne vient de cette plante, pays d'abondance, pays de richesse. Et cette cocagne, après plusieurs processus un peu longs, un peu difficiles à obtenir, on la mélangeait à de l'eau, à de l'urine quelquefois, et on plongeait de grands draps blancs, de grands tissus en fibres naturelles, et on obtenait, comme par magie, une teinture bleue. Donc le pastel, c'est en fait une plante tinctoriale qui sert à teindre les tissus, les vêtements en bleu. D'accord. Voilà. Il ne faut pas oublier que le bleu, c'est la couleur du roi à l'époque. Donc c'est pas n'importe quelle couleur. Voilà. Très bien. Donc on appelle cette plante ici, nous à Toulouse et dans la région, elle dit aussi l'or bleu de la ville. L'or bleu de la ville. L'or bleu parce que j'imagine que les marchands, du coup, ont fait fortune avec. Fortune, exactement. C'est vraiment
un boom économique sans précédent. On va s'enrichir de façon considérable et on va voir fleurir dans la ville, au bord de la Garonne, on a la Garonne à 300 mètres, on est juste au niveau du port de la Dorade, des hôtels particuliers. Vous connaissez peut-être l'hôtel de Pierre d'Acézat, celui de Pierre Delfaux, Boisson-Chevéry, enfin, on pourra en citer des dizaines et des dizaines. Ça veut dire qu'il y a beaucoup d'hôtels particuliers à Toulouse. Ça aussi, c'est très important. Dans l'histoire de Toulouse, on a cette richesse d'avoir beaucoup d'hôtels particuliers. Et notamment rue Saint-Rome, rue des Changes, tous les Toulousains connaissent la rue Saint-Rome. Levez les yeux, poussez les portes et vous y verrez des hôtels particuliers aussi beaux que celui-ci. Très bien. Alors, un petit élément que je voulais vous en parler parce qu'à Toulouse, des tours comme celle-ci, si on s'amuse à toutes les compter, il y en a 49. 49 tours. Ouais, c'est beaucoup, hein? Oui. Alors ces tours, elles servaient à quoi? Elles servaient à être vues. Elles ne sont pas là pour voir l'ennemi arriver. On n'est pas sur une tour défensive, pas du tout. Ce sont des tours d'orgueil, Chloé, des tours de prestige, des tours capitulaires. Tu les appelles comme tu veux. Elles sont là pour montrer le pouvoir, la richesse du propriétaire de la tour. Exactement, exactement. Et alors ici, justement, en élément d'orgueil, qu'est-ce qu'on trouve? Alors ici, c'est l'utilisation de la pierre qui est notable pour ces fenêtres qui sont atypiques puisque ces fenêtres, on dit qu'elles sont pliées. Tu vois, elles sont vraiment dans l'angle de la tour. C'est vraiment une prouesse architecturale. C'est très original, moi je n'ai jamais vu ça ailleurs. Oui. Et si on avait la possibilité d'ouvrir cette petite porte en bois, on découvrirait un escalier à vis qui nous permettrait de monter et d'accéder, comme le faisait Jean de Bernuy, aux différents étages de sa demeure, de sa maison. Super. Et c'est quoi, Manu, la tourelle à côté? Alors la petite tourelle qui est collée à la grande, si on la regarde bien, entre chaque fenêtre, il y a des pierres blanches. Tu les vois? Oui, tout à fait. Ces pierres blanches, il faut que tu devines à l'intérieur un escalier. On voit les marches en fait. Oui, donc il y a un tout petit escalier à vis dont la seule fonction est de mener à la terrasse, tout là-haut. Une terrasse là-haut. Exactement. Sympa. Oui, Jean de Bernuy devait avoir une vue extraordinaire sur la Garonne, le port de la Dorade et son commerce. Il ne faut pas oublier, jamais perdre de vue que c'est un marchand. Il est là pour faire du business. Voilà, donc une très belle tour, c'est une des plus belles, mais vous en avez beaucoup à Toulouse. Vraiment, les Toulousains, prenez l'habitude de lever les yeux. Et des tours de prestige, des tours d'orgueil comme celle-là, vous en verrez un grand nombre, vraiment, 49. Bon, super. Donc en effet ici, de la pierre, de la brique, des décorations. Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on aille retrouver la première cour qu'on a vue dès qu'on est entré, parce que c'est la particularité de Jean de Bernuy. Il a deux cours. Celle-ci, c'est 1500-1505, et 20 ans plus tard, il fait agrandir son palais avec la construction de la cour que vous avez vue. On va essayer de comprendre pourquoi il veut agrandir son palais. On y va? Allez, c'est parti. Je vous suis. Alors, Chloé, si je te dis 1515, Marignan. Bien. 1525, 10 ans après Marignan. Presque. 1525, c'est Pavie. Donc on est en pleine guerre d'Italie. François Ier gagne à Marignan, mais il perd à Pavie. Et Charles Quint l'emprisonne. Et il dit aux Français, si vous voulez que je libère votre roi, il va falloir payer une rançon. D'accord. On raconte que Jean de Bernuy aurait fortement participé au paiement de la rançon. Très bien. Donc tu imagines bien que quand le roi sort de prison, il veut remercier, entre autres, Jean de Bernuy. Donc il lui écrit et il lui dit, Jean de Bernuy, je vais venir te voir prochainement à Toulouse. Visite du roi. Exactement, visite du roi. Et donc, le marchand pastelier veut impressionner le roi de France et il décide d'agrandir son hôtel particulier. D'accord? Et il impressionne d'autant plus qu'il fait appel à un matériau qui est assez rare à Toulouse. Incroyable. La pierre. La pierre. Exactement. Il y en a vraiment beaucoup. Il y en a beaucoup, ce qui est rare. Toulouse, ville rose, je ne vous apprends rien. Ville d'argile, ville de briques. La pierre, elle vient des Pyrénées. C'est un coût de la faire venir. On fait appel à une main-d'œuvre qualifiée que sont les tailleurs de pierre. Bref, il a tellement les moyens, il veut tellement impressionner le roi
style, voilà, il en met un peu plein la vue. Il y a ce côté très ostentatoire et très Renaissance. On est dans les années 1525-1530, donc il y a une influence très très forte de l'Italie, de l'Espagne aussi. On retrouve certaines colonnes plutôt voilà, d'influence hispanique. Alors, ce qui est très italien, tu vois, Chloé, c'est ce balcon que tu as là-haut. Oui. On appelle ça une loggia, oui. Une loggia à l'italienne. Ouais. On y accède par un escalier qui est dissimulé derrière ces grilles. D'accord, c'est pas une prison. C'est pas une prison. C'est l'escalier. C'est un escalier à rampe droite qui permet d'accéder à la loggia. Très bien. On a une jolie balustrade qui court sur la loggia et que tu retrouves sur l'autre côté. Exactement, sur l'autre corps de bâtiment, avec des jolies fenêtres Renaissance, des colonnes cannelées, des chapiteaux composites. On pourrait faire un cours d'histoire de l'art ici, sans aucun problème. Et alors on voit des personnages. On voit des personnages. Alors aucune certitude, mais on pense que Jean de Bernuy s'est représenté dans sa couronne de fleurs. Okay. D'accord. Et que de l'autre côté, c'est Madame. Madame de Bernuy. Oui, Marguerite du fort de Saint-Joris, c'est la fille du procureur, du roi. On ne se marie pas avec n'importe qui. Je vois. Ouais. Et au milieu, il y a... Alors au milieu, il y a 3 lettres. C'est un petit médaillon où il y a la lettre IHS, Jesus Maria. Il ne faut pas oublier qu'à partir de 1566, ici, ce sont les jésuites qui s'installent. Donc ça devient très vite un lieu dédié à l'enseignement. Collège de jésuites, collège royal, collège national et aujourd'hui, collège Pierre de Fermat. Impeccable. Ouais. Alors ce que je te propose, Chloé, on va passer sous la voûte et je vais te montrer des petits détails insolites, tu vas voir. Ah, super. Alors là, on est vraiment sous une des plus jolies voûtes à caissons de la ville. À caissons, c'est boîtes en fait, c'est carré où il y a un motif à chaque fois. Ouais. Alors on peut s'amuser à y retrouver des choux, des salades, des artichauts, ce que mangeaient les gens à l'époque. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est ce petit visage que vous avez là, ce petit enfant aux joues bien joufflues. Est-ce qu'on va réussir à le montrer là? Voilà, ce qu'on appelle un couteau. On en retrouve beaucoup sur les toiles de Raphaël à la même époque ou de Michel-Ange. C'est très à la mode. Si on était de bon ton, de bon goût, on demandait à son architecte de placer un petit couteau. Et en parlant d'architecte, on va aller voir un autre détail. Très bien. On te suit. Juste ici, on n'est plus du tout dans un décor végétal. On a un homme barbu, avec une tôle, fibule et autres. Ouais. C'est l'architecte justement. L'architecte d'ici. D'ici, c'est Louis Privat. Louis Privat qui, en 1525, travaille pour Jean de Bernuy et il signe son œuvre. Voilà, donc ça c'est une des grandes différences entre le Moyen-Âge et la Renaissance. C'est qu'à la Renaissance, on devient un artiste et donc on signe son œuvre. Là, il signe. C'est moi qui l'ai fait. C'est moi qui l'ai fait. Et j'en suis fière. Voilà. Tout à fait. Parfait. Alors du coup, tout ça a été fait pour la visite éventuelle du roi. J'imagine qu'il n'est pas venu. Ben si, il est venu. François Ier va tenir ses promesses. Et en 1533, il vient à Toulouse, on va séjourner quelques jours et dormira dans ce qu'il va appeler la plus belle demeure de la ville. Oui, ici, chez Jean de Bernuy. Donc le marchand passelier était plus que fier. Et c'est à cette occasion que François Ier va découvrir et va rencontrer la belle Paul. Ça, on verra. La prochaine fois, on en reparlera peut-être. On fera peut-être un teasing sur les femmes toulousaines. Mais elle est dans le cœur de tous les Toulousains, notre belle Paul, qui rencontre François Ier à cette occasion. Voilà. Belle fête organisée en 1533. Parfait. Bon, merci beaucoup Manu pour cette présentation de l'hôtel de Bernuy. On remercie aussi beaucoup évidemment le collège Pierre de Fermat de nous avoir ouvert les portes. Et on vous donne rendez-vous dans un mois pour un nouveau lieu interdit ou disons caché, pas forcément accessible au grand public. Et on vous emmènera dans la Chambre de commerce et d'industrie de Toulouse, à la CCI. Pour finir, si on veut venir quand même voir cette cour, comment on fait? Alors si vous voulez, voilà, il n'y a que les guides de l'office qui ont les clés, donc il faut nous suivre en visite tous les mardis après-midi ou tous les samedis après-midi sur la visite des grands monuments. C'est là que mes collègues et moi-même finissons la visite. Donc n'hésitez pas, venez nous suivre. À bientôt. À bientôt. Au revoir.